Bonjour à tous, bienvenue dans ce magazine de la rédaction d'Euronews, spécialement réalisé pour les vols d'Air France. Nous enregistrons ce programme le vendredi 8 février. Le sommet européen de Bruxelles sur le budget de l'Union européenne vient de se terminer après un marathon de discussions sur les moyens à allouer entre 2014 et 2020. Ce fut donc une nuit blanche pour les dirigeants européens et les discussions vont se poursuivre. Les 27 semblent tout de même s'être mis d'accord sur une enveloppe globale pour les dépenses communautaires des 7 prochaines années. Ce sera donc un budget revu à la baisse et c'est une première dans l'histoire de l'Union européenne. Le Royaume-Uni pourrait donc être le grand gagnant de ce sommet européen. A l'inverse, le grand perdant de ces négociations, explique cet expert, ce sont les futures dépenses de l'UE qui seront bien différentes de celles que l'on a actuellement. Les fonds de cohésion pour les pays les plus défavorisés restent à peu près les mêmes. La Commission avait proposé une nouvelle idée pour améliorer les infrastructures en Europe et c'est dans cette enveloppe que l'on va couper considérablement. Pour la première fois, les parlementaires européens ont le pouvoir de rejeter un compromis qu'ils jugeraient insuffisant. Notre correspondant à Bruxelles explique donc que même si les dirigeants européens parviennent à un accord, il reste la question de l'approbation du budget par le Parlement européen qui, il l'a dit et redit, ne veut pas d'un budget au rabais. Mais les eurodéputés souhaitent-ils vraiment mettre le budget de l'UE en danger? La question reste ouverte. La Tunisie de nouveau dans l'œil du cyclone. 2 ans après sa révolution, la situation est de nouveau très tendue dans le pays après l'assassinat d'un des leaders de l'opposition laïque. Grève générale, difficulté à former un gouvernement stable. Le climat est délétère. La crise politique ne cesse de prendre de l'ampleur en Tunisie. Le principal syndicat a appelé à la grève générale ce vendredi, une première depuis 1978 et ce 2 jours après le meurtre de l'un des principaux opposants du pays. Un assassinat qui a entraîné des affrontements à Tunis entre manifestants et forces de l'ordre, des heurts qui avaient fait un mort mercredi du côté des policiers. Le parti islamiste Ennahda au pouvoir est pointé du doigt, mais il a refusé ce jeudi de céder les rênes du pays à un gouvernement de technocrates comme le proposait le Premier ministre. Un refus qui n'a fait qu'envenimer la situation alors que se préparent les funérailles de Chokri Belaïd, l'avocat de gauche ardent pourfendeur des islamistes. Sans doute un des dossiers à suivre pour le nouveau chef de la diplomatie américaine. John Kerry a pris les rênes du département d'État. Il succède à la rockstar Hillary Clinton. Le très francophile et francophone John Kerry n'attendait que cela depuis des années. Une affaire vite entendue. John Kerry est incontestablement l'homme du compromis, le bon choix, y compris pour les républicains parmi lesquels il compte des amis fidèles et qui ont voté en majorité en sa faveur. À 69 ans, John Kerry devient donc le chef de la diplomatie de la première puissance mondiale, un poste qu'il convoitait depuis longtemps et qui récompense son soutien indéfectible à Barack Obama. An exceptional nation demands exceptional leadership. Une exceptionnelle nation demande un dirigeant exceptionnel et ce président est Barack Obama. Président, John Kerry aurait pu l'être, mais l'histoire en a décidé autrement. En 2004, lorsqu'il se lance dans la course à la présidentielle et obtient l'investiture démocrate, beaucoup veulent y croire, mais il ne parvient pas à chasser George Bush de la Maison-Blanche. Il ne se représentera jamais à l'investiture. Sa rencontre avec un jeune sénateur de l'Illinois n'y est pas pour rien. Barack Obama, alors inconnu, qu'il décide de mettre sous les projecteurs lors de sa convention et qui fait ce fameux discours qui lance sa carrière. En 2008, c'est donc Obama le candidat et Kerry qui le soutient. Il se rêve déjà secrétaire d'État. Mais Obama lui préfère Hillary Clinton. John Kerry devient donc le bon soldat du président au Sénat où il dirige la commission des affaires étrangères. Un bon soldat, comme par le passé. Fils d'un père, pilote dans l'Army Air Corps, et d'une mère élevée en France, où il passera ses mois de vacances enfant, le jeune Kerry s'engage au Vietnam à 24 ans. Il en revient bardé de médailles et avec la conviction qu'il faut arrêter cette guerre le plus vite possible. Depuis 2008, dans l'ombre, John Kerry lui aussi parcourt la planète et son expérience et ses compétences en matière de politique étrangère sont peu communes. Israël, Gaza, le Pakistan, l'Afghanistan, la Syrie. Ces dernières années, il a été sur tous les fronts chauds, partisan de la solution diplomatique
toujours. Il souhaite notamment laisser sa marque dans le conflit israélo-palestinien, là où Barack Obama, comme Hillary Clinton, semblent avoir baissé les bras. Pour John Kerry, qui dit avoir la diplomatie dans le sang, le travail, ce qui est sûr, ne manque pas. John Kerry, qui pourra aussi s'appuyer sur les pronostics de la CIA, l'agence d'espionnage américaine, a dévoilé sa vision du monde en 2030. Comment sera le monde en 2030 ? La CIA a déployé ses espions pour collecter les données mondiales qui préfigurent l'avenir et ses enjeux géopolitiques. Tous les 4 ans, l'agence de renseignement américaine livre son rapport prospectif Global Trends. Il nous dit que l'époque où la population mondiale s'accroissait d'1 milliard de personnes par décennie est révolue. Ainsi, si la planète comptait 6,8 milliards d'habitants en 2010, on atteindra un plafond de 8 milliards et demi en 2030. Les tendances démographiques annoncent un vieillissement généralisé et l'essor des migrations. En tête des 10 pays les plus peuplés en 2030 arrivent sans surprise l'Inde et la Chine. La CIA place les États-Unis en 3e et la Russie en dernier de ses top 10. Le monde en 2030 sera celui des mégalopoles, avec une trentaine de méga-régions métropolitaines à cheval sur 2 ou 3 pays. L'espace urbain aura triplé sa surface actuelle. En 2012, la moitié de la population mondiale était urbaine. Ce sera 60% en 2030, soit 5 milliards de citadins. Le rapport de la CIA met aussi en avant l'évolution des risques de conflit. On devrait en effet assister à une augmentation du risque de conflit dans les pays où les ressources naturelles comme l'eau et la terre sont très limitées et dont les populations sont très jeunes. 3 régions, le Moyen-Orient, l'Afrique subsaharienne et l'Asie du Sud-Est, sont dans ce cas de figure. En 2030 aussi, l'ère de la Chine forte se confirme. La CIA décrit l'Empire du Milieu comme la locomotive d'une Asie triomphante, plus puissante que les États-Unis et l'Europe réunis en termes de population, de PIB, de dépenses militaires et d'investissements technologiques. Le rapport réserve pour autant une place proéminente aux États-Unis car il pronostique son indépendance énergétique grâce au gaz et au pétrole de schiste. Les États-Unis pourraient même devenir le premier producteur mondial de brut à l'horizon 2020, dépassant l'Arabie Saoudite, le leader mondial actuel, et provoquant un bouleversement des rapports de force aux conséquences inédites. Sauver les chefs-d'œuvre de Pompéi, l'Union européenne a entendu le véritable cri d'alarme de l'Italie. Les grands travaux de restauration ont enfin commencé. Reportage au pied du Vésuve. Le grand projet Pompéi a été lancé ce mercredi en grande pompe. Cet ambitieux plan de restauration doit redonner tout son lustre au célèbre site archéologique classé au patrimoine mondial de l'humanité par l'UNESCO et mis à mal par des écroulements à répétition et des scandales de corruption. Coût de l'opération 105 millions d'euros, dont 41,8 millions venant de l'Union européenne. Le commissaire européen en charge de la politique régionale avait donc fait le déplacement et il a tenu à mettre l'accent sur la transparence totale de la manœuvre, rompre avec la mauvaise gestion du passé. Comme l'explique ici le responsable de l'Observatoire du patrimoine culturel, une série d'infrastructures incluant d'importants éléments préfabriqués, de lourdes structures technologiques et des câbles passant sous la zone archéologique ont été installés, et cela a causé des dégâts. Parti de ce constat, une enquête a été ouverte concernant tous les appels d'offres de ces 10 dernières années. Ce mardi, l'ancien responsable des travaux de restauration du site de Pompéi a été arrêté. Il est accusé de corruption pour avoir passé des contrats illégaux avec une entreprise de restauration. 5 autres personnes sont également poursuivies par la justice italienne. Voilà pour l'actualité internationale. On se retrouve dans un instant pour le sport. À tout de suite. Bonjour à tous et bienvenue dans ce magazine préparé par la rédaction sportive d'Euronews. On commence avec le grand retour de Rafael Nadal. Le tennisman espagnol a remporté son premier match de simple depuis le mois de juin en battant l'Argentin Federico Delbonis au tournoi de Viña del Mar. Un retour gagnant sur la terre battue chilienne.
Retour réussi à la compétition pour Rafael Nadal. Absent durant 7 mois en raison d'une blessure au genou, l'Espagnol a remporté sans briller son premier match en simple au tournoi de Viña del Mar au Chili. Mais il faudra patienter encore quelques semaines avant de retrouver le grand Nadal. À part le genou, il y a la condition physique. Il est nécessaire de travailler avec de la résistance et de la force. Après 7 mois sans compétition, ce sont des choses que je vais retrouver petit à petit. Des matchs comme aujourd'hui vont m'y aider. L'objectif de Rafael Nadal, être prêt dans 3 mois pour le début de son tournoi fétiche, Roland Garros. Peu importe si je n'arrive pas cette année à Paris en tant que favori. Peu importe si quand j'arrive, je suis classé 15, 20, 30, 40 ou même 100e joueur mondial. Le plus important, c'est que je puisse jouer et que je sois prêt à 100% pour le début de Roland Garros. Cette longue absence a fait chuter Rafael Nadal à la 5e place mondiale. J-365 jours pour Sotchi. Dans un an, pile poil, la station balnéaire russe sera au cœur de l'actualité sportive avec les Jeux Olympiques d'hiver qu'elle organise. En attendant, l'heure est à la polémique sur les conditions de travail des étrangers. Les Jeux Olympiques d'hiver de Sotchi, c'est dans un an, un événement sur lequel mise la Russie pour briller à l'international. Mais avant le prestige, il y a la polémique. Dans un rapport de 67 pages, l'ONG Human Rights Watch dénonce les conditions de travail des travailleurs étrangers sur le site. Des salaires incomplets, des journées de travail de 12 heures ou encore des passeports et des permis de travail confisqués. Le tableau dressé par l'ONG est loin, très loin de l'idéal olympique. Lors de notre enquête, nous avons découvert que les autorités russes et des compagnies locales impliquées dans la préparation des Jeux Olympiques violaient à de multiples reprises les droits des travailleurs. En tout, 16 000 étrangers originaires de Serbie et des ex-pays d'Union soviétique travailleraient sur le chantier olympique. Des accusations rejetées par les autorités russes. La mairie de Sotchi a reçu 2 plaintes depuis le début des travaux. Mais de là à parler d'exploitation en masse des travailleurs, à ma connaissance, rien de cela n'est vrai. Dès 2011, le Comité international olympique avait lancé plus d'1 millier d'inspections pour veiller au respect des droits des travailleurs. Jusqu'à présent, seul un petit nombre d'irrégularités a pu être identifié. Parlons à présent d'une autre polémique qui éclabousse le milieu du football avec cette histoire rocambolesque et sans précédent de paris truqués sur au moins 680 matchs. Plus de 450 personnes sont dans le collimateur. Singapour, plaque tournante d'un vaste réseau de matchs truqués dans le monde du football. Oui, à en croire l'Office de police criminelle de l'Union européenne qui pointe du doigt la mafia de la cité-État. D'après Europol, les parrains locaux ont donné des directives à des parieurs pour qu'ils misent de grosses sommes d'argent sur telle ou telle rencontre, après que des intermédiaires aient corrompu 425 joueurs, dirigeants ou arbitres pour s'assurer de résultats conformes à leurs attentes. À la clé, 16 millions d'euros de mise et 8 millions de gains portant sur 380 matchs de qualification pour le Mondial ou l'Euro, de Ligue des Champions ou bien encore des championnats suisses, allemands et turcs. Europol, qui a enquêté pendant 2 ans et demi sur cette affaire, se penche désormais sur 300 autres rencontres suspectes. Je pense que c'est un triste jour pour le football européen. Nous savions depuis un certain temps que les organisations criminelles agissaient dans bien des domaines de l'économie illégale et que cela affectait la société et les citoyens de différentes manières. Mais c'est la première fois que nous avons des preuves substantielles que le crime organisé opère désormais dans le monde du football. Et aucun pays ne semble à l'abri. Des précédents, il y en a déjà eu en Belgique, avec un homme d'affaires chinois accusé d'avoir acheté des matchs de première division. En Allemagne, avec des millions d'euros injectés par une organisation criminelle des Balkans. En Italie aussi, avec le Calciopoli, ce scandale de paris truqués impliquant des joueurs de Serie A. À terme, c'est l'image, la crédibilité du football qui est en jeu. C'est d'ailleurs pourquoi le président de l'UEFA, Michel Platini, a fait de la lutte contre la corruption l'une de ses priorités. Le beau succès de Ted Ligety, l'Américain est devenu champion du monde de Super G en Autriche. Incroyable pour ce skieur qui ne comptait jusque-là qu'une 2e place sur un podium de Coupe du Monde. Il devance le Français Détessière.
Premier succès en Super G pour Ted Ligety. À 28 ans, l'Américain devient champion du monde de la discipline alors qu'il ne comptait jusqu'à présent qu'un seul podium en Super G. Il devance le Français Gauthier de Tessières, lui-même remplaçant, et le Norvégien Axel Lundsvindal, favori de l'épreuve, est classé seulement 3e. Cette victoire est une bonne nouvelle pour l'équipe américaine au lendemain de la grave blessure au genou de la championne Lindsey Vonn. Une autre étoile américaine a brillé ces derniers jours, c'est en golf cette fois. Phil Mickelson a remporté le tournoi de Phoenix en Arizona après avoir mené de bout en bout cette épreuve du circuit professionnel nord-américain. Phil Mickelson remporte pour la 3e fois l'Open de Phoenix dans l'Arizona pour signer son 41e succès sur le circuit américain. Le gaucher californien, de retour dans le top 10 du classement mondial, aura été le leader du tournoi de bout en bout après avoir rendu une première carte de 60 et un total de 256, s'approchant ainsi du record établi par Tommy Armour au Texas en 2003. Phil Mickelson devance finalement de 4 coups son compatriote Brandt Snedeker, déjà 2e derrière Tiger Woods une semaine plus tôt à Torrey Pines. Et nous terminons cette page sport avec de la Formule 1 et la présentation de la nouvelle Red Bull, la RB9 à la pression. L'écurie triple championne du monde veut conserver ses titres et notamment celui des pilotes avec son champion du monde Sébastien Vettel. C'est avec cette nouvelle monoplace que l'écurie anglo-autrichienne Red Bull va tenter de conserver ses lauriers chez les pilotes et chez les constructeurs. Voici donc la RB9 qui, comme ses devancières, a été conçue par l'ingénieur Adrian Newey, dispose d'un moteur Renault et a à son volant Sébastien Vettel. Je suis vraiment impatient, confie le triple champion du monde en titre. Je ne pense pas que ce qui s'est passé ces dernières années nous donne un quelconque avantage sur la ligne de départ, même si nous l'espérons, et que les gens s'attendent à ce que nous fassions aussi bien. Donc il y a beaucoup de pression. Une pression que Sébastien Vettel partagera avec l'Australien Mark Webber, le Suisse Sébastien Buemi faisant office de pilote de réserve. La RB9 fera ses premiers tours de roue dès mardi sur le circuit espagnol de Jerez, avant le coup d'envoi de la saison qui sera donné à Melbourne le 17 mars. Voilà pour l'actualité sportive. Dans un instant, nous changeons de terrain. Place à l'économie avec votre Business Weekly. À tout de suite. Bienvenue à tous dans ce Business Weekly préparé par Alexandra Vakulina et toute la rédaction économique d'Euronews. Nous retrouverons Alexandra dans un instant pour commenter toute l'actualité économique de la semaine en compagnie de son invité. Il y sera question de l'euro dont la valeur ne cesse de monter, notamment par rapport au dollar et au yen. On reviendra également sur la réforme des banques au Royaume-Uni. Mais tout de suite, retour sur le gouvernement américain qui demande des comptes à l'agence de notation Standard & Poor's. C'est la première fois depuis la crise financière 2007-2008 que les États-Unis s'en prennent directement à une agence de notation, en l'occurrence Standard & Poor's. Le département américain de la justice a déposé une plainte au civil contre l'agence dans laquelle il lui demande 5 milliards de dollars de dommages et intérêts. Jusqu'à présent, les autorités américaines s'en étaient plutôt prises aux banques. L'agence de notation est accusée d'avoir délibérément sous-évalué de 2004 à 2007 le risque que représentaient certains actifs financiers liés à des emprunts immobiliers à risque, les fameux subprimes, qui sont à l'origine de la crise économique et financière qui s'est étendue au monde entier à partir de 2007-2008. Standard & Poor's affirme, je cite, regretter profondément que ces notations aient échoué à anticiper totalement la rapide détérioration des conditions sur le marché hypothécaire américain entre 2007 et 2008, mais juge parallèlement injustifiées les accusations de la justice américaine. Jonathan, quel effet tout ceci va-t-il avoir sur l'image des principales agences de notation dans le monde ? Les États-Unis affirment que Standard & Poor's a gonflé ses notes de rating pour gagner de l'argent. Et les parlementaires américains ont affirmé que les agences avaient joué un rôle central dans la crise financière, ce qui a entaché leur réputation. Pendant longtemps, les agences de notation ont affirmé que leurs notes ne représentaient que des opinions. Mais un tribunal américain a rejeté les arguments de la défense, soutenant que ces notes, ces opinions, étaient protégées par la garantie constitutionnelle sur la liberté d'opinion.
Standard & Poor's a riposté dans un communiqué qu'elle a publié et qui disait « Les affirmations selon lesquelles nous maintenons délibérément nos notes à un niveau élevé alors que nous savons qu'elles devraient être plus basses sont fausses. » Le fait est que les notes de Standard & Poor's étaient basées sur des données relatives aux subprimes, disponibles également pour le reste des acteurs du marché, et notamment le gouvernement américain, dont les dirigeants ont publiquement déclaré en 2007 que les problèmes du marché des subprimes semblaient devoir être maîtrisés. Le gouvernement britannique essaie de protéger les contribuables de potentiels sauvetages des banques. Il a dévoilé les grandes lignes de sa réforme de l'industrie bancaire au Royaume-Uni. Le point principal, c'est la séparation des activités bancaires de détail de celles de marché. Ceux qui ne suivront pas la nouvelle réglementation seront obligés de séparer ces deux secteurs. On voit ça tout de suite. Sous la pression du Parlement et de l'opinion, le gouvernement britannique muscle sa réforme bancaire. Lundi, jour de l'arrivée du projet de loi aux communes, le ministre des Finances, George Osborne, a menacé les banques britanniques de séparer purement et simplement leurs activités de détail et d'investissement si elles ne respectaient pas les nouvelles règles. George Osborne. Mon message aux banques est clair. Si une banque passe outre les règles, le régulateur et le Trésor auront ensemble le pouvoir d'opérer une séparation totale entre banques de détail et d'investissement et pas seulement un décloisonnement. Nous ne répéterons pas les erreurs du passé. La colère que ressent la population est réelle, a ajouté le chancelier de l'Échiquier, en faisant référence aux dizaines de milliards de livres sterling déboursés par Londres pour sauver les banques lors de l'explosion de la crise financière en 2008-2009. Les banques ont immédiatement dénoncé le durcissement du projet de réforme. Le projet de loi britannique a été connu la même semaine que le Conseil des ministres allemand approuvait sa réforme bancaire. Quelles sont les conséquences les plus probables de ce nouvel arsenal réglementaire en Europe ? Il s'agit de séparer ou de cloisonner les opérations de détail des activités d'investissement des banques. C'est une tentative de sécuriser les prêteurs et d'être sûr qu'on ne va pas revivre la situation de 2008 quand les contribuables ont participé au renflouement des banques. Le chancelier britannique de l'Échiquier a dit que les régulateurs auraient le pouvoir de casser les banques. Il va ajouter ça à la loi sur les services financiers, ce qui veut dire que si une banque ne respecte pas les règles du cloisonnement, les régulateurs pourront séparer ces activités. Pour le président français François Hollande, la zone euro doit avoir une politique de change pour protéger la monnaie unique de ce qu'il appelle des mouvements irrationnels. Les États-Unis et la Chine sont accusés d'affaiblir leur monnaie pour dynamiser leurs exploitations. Quel est le rôle de l'euro dans tout cela ? La France, qui reste toujours un peu isolée pour dénoncer la hausse de l'euro sur le marché des changes, est repassée à l'attaque mercredi. Son ministre de l'économie et des finances, Pierre Moscovici, affirmant que le niveau actuel de l'euro pourrait coûter 0,3 points de croissance à la France sur un an. L'euro s'est apprécié de 20% par rapport au yen japonais sur les 3 derniers mois, mais surtout sur les dernières semaines. De 8% par rapport à la livre sterling et de 7% par rapport au dollar. La hausse est plus mesurée avec le franc suisse. Mardi, c'est le président de la République, François Hollande, qui s'était exprimé sur le sujet au Parlement européen. Nous devons réfléchir à la place de notre monnaie, l'euro, dans le monde. Elle ne peut fluctuer selon les humeurs du marché. Une zone monétaire doit avoir une politique de change, sinon elle se voit imposer une parité qui ne correspond pas à l'état réel de son économie. Avant même que la Banque du Japon relève ses prévisions d'inflation et décide une vaste relance monétaire par l'acquisition d'actifs financiers à grande échelle, le yen perdait déjà du terrain sur les principales monnaies mondiales, les fluctuations les plus importantes étant enregistrées avec l'euro, qui sert toujours de monnaie d'ajustement et dont la rentabilité reste plus attractive que le yen, le dollar ou la livre sterling. Mais pour l'Allemagne, le ministre de l'économie l'a réaffirmé mercredi, la solution d'affaiblir la monnaie d'un pays pour le rendre compétitif est une solution de court terme. On verra jeudi ce qu'en pense Mario Draghi, le président de la BCE. Jonathan, peut-on dire que l'euro est en train de perdre la guerre des monnaies ? Ça dépend. Si l'hypothèse est qu'il y a une guerre des monnaies, alors oui, l'euro s'est apprécié de 10% par rapport au dollar depuis que Mario Draghi s'est engagé à sauver la monnaie unique. Et pendant que le bilan des banques centrales des États-Unis et du Japon se gonfle, les banques de la zone euro remboursent à la BCE les prêts sur 3 ans qu'elle leur a consentis. Et le bilan de la BCE se réduit. Cela aussi a apporté du soutien à l'euro. En allant plus loin, les analystes de Société Générale ont souligné que le différentiel de croissance entre les États-Unis et la zone euro va commencer à être intégré dans les taux de change. Les États-Unis
États-Unis devraient continuer à montrer des signes de reprise. Ça veut dire que la Fed va resserrer plus tôt que prévu sa politique monétaire. Parallèlement, la Banque centrale européenne voit l'économie de la zone euro se contracter de 0,3% cette année. Il prévoit une baisse de la monnaie unique jusqu'à 1,20 $. Donc c'est peut-être une guerre qui n'aura pas lieu. Pour Berlin, l'euro n'est pas surévalué. Pourquoi le gouvernement Merkel ne soutient-il pas la vision française d'une politique de change ? Les exportateurs allemands sont habitués à la discipline du Deutschmark. Comme toujours, les Allemands sont très méfiants vis-à-vis de la création d'inflation et qu'ils s'embarquent dans une manipulation monétaire augmenterait ce risque. La classe politique allemande aime à dire que les taux de change ne doivent pas servir d'outil en faveur de la compétitivité et que des pays comme l'Italie et l'Espagne doivent continuer à faire des réformes sur le marché du travail notamment. That was Jonathan Farrow from Bloomberg. Thank you. Thank you. Merci Alexandra, voilà pour ce Business Weekly. Restez avec nous. Dans un instant, votre tour du monde de l'actualité culturelle. A tout de suite. Bienvenue dans ce tour du monde de l'actualité culturelle. Cette semaine, je vous propose de découvrir le nouvel album de l'américain Josh Groban, le baryton pop qui sort son 6e opus, All That Echoes. Nous partirons ensuite à la rencontre de Bruce Willis. L'acteur américain revient dans le 5e épisode de la série à grand succès Die Hard, Une belle journée pour mourir. En attendant, si on redécouvrait Van Gogh, le maestro et ses œuvres, comme vous ne les avez jamais vues, direction Tel Aviv pour une expo en haute définition. L'art en haute définition. Voici Van Gogh Alive, une exposition qui a fait le tour du monde et qui vient de s'installer à Tel Aviv. Le concept fait un carton. Vous prenez 3000 œuvres de Van Gogh, vous les projetez sur des écrans géants, vous ajoutez de la musique et hop, la culture devient spectaculaire. Le concept de l'exposition, c'est de proposer un nouveau regard sur les œuvres de Van Gogh, une nouvelle expérience. C'est quelque chose d'extraordinaire qui donne une nouvelle perspective quant à son art, les émotions de l'artiste. On comprend plus profondément la façon dont il créait, dont il vivait. Les œuvres sont agrandies, aplaties, déstructurées. On ne comprend pas vraiment à quoi ça sert. Technologiquement, c'est peut-être très beau, mais l'original sera toujours plus beau, beaucoup plus beau que la copie. On ne le voit pas très bien là dans le noir derrière le micro, mais vous écoutez la voix de Josh Groban. Le baryton pop sort son 6e album, All That Echoes. Parfois moqué pour son style chamallow, l'américain persiste et signe dans le même registre. C'est mon 6e album, ça fait 10 ou 11 ans que je fais ce métier. J'ai bâti une belle relation avec mes fans et j'ai de l'expérience, donc ça me rend confiant quant au fait d'être cohérent dans ma démarche. Je sais ce que je fais. Faire de la musique, c'est ma passion et je pense que mes fans vont bien accrocher. Pour cet album, Josh Groban s'est beaucoup investi dans l'écriture. Il en avait marre d'être pris pour un chanteur de supermarché.
J'ai décidé d'écrire parce que j'étais frustré. Certaines personnes écrivaient pour moi et je leur disais « Tu crois vraiment que c'est pour moi ça ?» On me proposait des trucs genre très moelleux. Et tu te dis « Tu sais ce que tu veux pas, mais est-ce que tu sais ce que tu veux ?» Alors tu t'assois devant le piano et tu réalises tout le temps que tu as passé à jouer quand tu étais gamin. Tu te souviens de toutes les mélodies que tu as inventées dans ta tête. Et finalement tu composes, c'est pas sorcier. Le nouvel album de Josh Groban sort pile poil pour la Saint-Valentin. Joli coup marketing. Six ans après Die Hard 4, Bruce Willis reprend du service pour Die Hard 5. Belle journée pour mourir. American? Yeah, New York. Les ennemis sont toujours les mêmes, les méchants terroristes. Mais en général, John McClane est seul contre tous et il n'a besoin de personne pour tirer dans le tas. Cette fois-ci, le flic peut compter sur son fils. L'action se passe à Moscou, mais c'est à Budapest que le film a été tourné. Aucune importance, le principal, c'est que ça explose dans tous les sens. Beaucoup d'action. On fait débarquer John McClane à Moscou. C'est la première fois qu'il sort des States. Alors le film est beaucoup plus grand que ceux d'avant. C'est Jai Courtney ici à gauche qui interprète le fils de John McClane et avec un Bruce Willis qui approche de la soixantaine, l'acteur australien pourrait se mettre à rêver de prendre la relève. Écoutez, si on m'appelle pour me proposer de prendre la suite de la série, je dirais oui, c'est obligé. Avec ou sans Bruce, ça, vous verrez bien, mais je pense qu'il a encore de quoi en faire quelques-uns. En tout cas, le sujet de la retraite est un sujet tabou pour le chauve le plus célèbre du monde. Bruce Willis tient à montrer qu'il tient la baraque, et c'est avec une fierté non dissimulée qu'il a foulé le tapis rouge avec sa femme de 34 ans. Non, j'ai pas l'intention de passer le relais. J'ai 25 ans de Die Hard derrière moi. Je le ferai s'il se passe quelque chose, si je me blesse. J'aimerais bien retravailler avec Jay, c'est un grand acteur, parfait pour incarner mon fils, mais c'est pas encore le moment de passer le relais. Et Bruce Willis prouve qu'il sait encore manier la gâchette et sauter dans le vide sans avoir peur. Die Hard 5 sort le 14 février. Fusillade, cascade et explosion, parfait pour la Saint-Valentin. Whoa. What is this, a pirate gun? It's old school. Like you, right? On termine avec quelques rendez-vous à ne surtout pas manquer si vous voyagez en France, en Europe et dans le reste du monde. Une sélection signée Fred Ponsard. Je vous souhaite un excellent vol et je vous retrouve très bientôt.